Je suis au beau milieu du delta du Rhône, en Camargue. Les Saintes-Maries-de-la-Mer sont de ce côté, Arles, c'est par là, au bout de la route. Mais pour le moment, j'ai rendez-vous à la réserve nationale de la Capelière avec son directeur, Éric Coulet. Pour beaucoup de gens, la nature en Camargue est entièrement sauvage. En réalité, ici, seuls les animaux et les plantes sont sauvages. La nature elle-même est entièrement gérée par les hommes. Comment fonctionne cette nature sous perfusion? C'est ce que nous allons essayer de comprendre en rencontrant des utilisateurs du milieu et en nous promenant dans ces paysages. La Camargue, c'est ce lieu privilégié où se sont rencontrés un immense fleuve, le Rhône, et la mer avec ses eaux salées. Au milieu, il y a toute cette incertitude gagnée au cours des siècles sur la mer. On est donc dans un milieu de violence. Imaginez le Rhône avec ses crues, plusieurs fois par automne, qui balayent tout. Et imaginez quelques secondes après, quelques heures après, j'exagère, la mer qui remonte pratiquement jusqu'à Arles et qui ressale tout ce système. Un système d'une grande violence où les quelques habitants se sont débarrassés de ces contingences en construisant 3 digues, se séparant complètement des éléments aquatiques. Et c'est le début d'une autre histoire pour la Camargue qui, aujourd'hui, est toujours la même. Tout a commencé là il y a quelques milliers d'années, c'est-à-dire lorsque le fleuve a amené son sable pour construire cette future Camargue. La mer était bien sûr beaucoup plus bas. Et donc, année après année, siècle après siècle, on a gagné ces quelques kilomètres sur la mer. Mais effectivement, il n'y a plus de sable qui arrive aujourd'hui. Le sable est resté dans tous les barrages du Rhône et des affluents. Et par conséquent, les deux, plus de sable, la mer qui monte, beaucoup plus agressive. Et actuellement, on perd, on recule, c'est le mouvement inverse. Quel est le premier des milieux que l'on rencontre? C'est cette plage, et puis c'est derrière les premières dunes. Ça situe une autre limite. Nous avions une première limite ici, là-bas c'est une deuxième limite. C'est l'équilibre entre le vent du nord, le Mistral, qui a tendance à rejeter le sable à la mer, et les apports par la mer, le séchage et le transport sur ces dunes. Et il y a une deuxième limite qui, celle-là, va évoluer avec le rivage. Et c'est pour ça aussi que les dunes bougent, reculent en même temps que le rivage. La Camargue ne commence pas par un désert parce que le sable et les petites vasières, là, tout ça, ça correspond à de la vie aussi, c'est de la biodiversité. C'est vrai qu'il faut se méfier du sable qui dort parce que dessous, il y a cette interface, c'est-à-dire entre l'eau plus profonde de ce golfe et toute la partie dite terrestre. Donc ce sont toutes les gammes des annélides, des mollusques, etc. Donc un endroit extrêmement riche. On pense aussi que c'est le grand lieu pour les alevins qui profitent un petit peu de tout ça. Et donc c'est un endroit vital et qui ne paraît pas. Tout peut basculer très rapidement, une énorme tempête, etc. Et en même temps, d'une ténacité incroyable, cette plante-là, c'est l'immortel. Ça veut dire que c'est quand même capable de voir pas mal de choses. Alors, nos outils de gestion, ils sont simples. La première des gestions, c'est de faire respecter au public qui vient dans cette réserve naturelle, officielle, ministère de l'Environnement, etc., et d'avoir cet échange entre le bonheur des gens qui ont abandonné leur voiture et notre bonheur de voir que la nature est respectée. Le deuxième outil, c'est la SNPN, la Société nationale de protection de la nature, qui gère tout ça, sont des scientifiques. Donc ma feuille de route, elle est simple, c'est ne prendre des décisions que lorsque j'ai toutes les certitudes scientifiques. Le troisième outil,
C'est donc ce travail de mesure que nous faisons tous les jours. On fait des inventaires, on recherche les bêtes. Ici, on a du scarabée sacré, par exemple. Bon, le scarabée sacré, sur la Méditerranée, on le retrouve pratiquement plus. Donc, c'est notre outil de base, c'est mesurer. C'est l'essentiel de notre travail. Pour les naturalistes habitués à ces espaces, le long terme, c'est 20, 30, 40, 50 ans. Bon, on sera peut-être obligé d'avoir une énergie nouvelle. On se dit, énergie nouvelle, plus besoin d'avoir des barrages sur tout le Rhône. Et de nouveau, le sable qui arrive, et on finit l'histoire. Dis donc, on est sur un tas de ruines, là. Un jour, elles vont être recouvertes par les dunes, certainement, mais il y avait des gens qui habitaient là. Oui, aussi surprenant que ça puisse paraître, il y avait des gens, et puis des gens qui habitaient là, mais qui nous ressemblent, parce que nous aussi, on habite un peu là. Et ces gens, c'était des douaniers que l'administration avait abandonnés dans cet endroit relativement isolé, et qui n'étaient ravitaillés que par les contrebandiers. Donc, c'était pas très efficace. Hein. Mais ces gens attendaient quelque chose qui n'arrivait pas, évidemment. Derrière, dans les dunes, il y avait des Ukrainiens qui attendaient les Américains. Donc il y avait des Ukrainiens dans la réserve de Camargue qui attendaient les Américains. Ils ne sont pas arrivés. Il y avait les phares, le phare notamment de la Gâchole, où on attendait les naufrages. Il n'y en avait plus beaucoup. Et puis nous, on attend l'arrivée de la mer, plus ou moins violente, on ne sait pas encore. Donc on attend aussi quelque chose qu'on ne verra certainement pas. Et entre nous, les gens qui travaillent à la réserve, on appelle cet endroit le désert des Tartares, c'est-à-dire un endroit où on attend quelque chose qui arrive le jour où on s'en va. Tu m'as amené sur une île de coquillages. Oui, plutôt. C'est donc nos cardiums. C'est notre matériel de construction. Alors des fois ça crée ce qu'on appelle des dunes intérieures, ce qu'on appelle ici des montilles. Des fois, ça crée des nouvelles îles. Et puis, à certains moments, le Vaccarès est haut pendant quelques années. Et on va tout reprendre et tout ramener au milieu de l'étang. Donc, ça change en permanence. Notre sol n'est pas stable. Et des apports d'algues aussi, de plantes, là, c'est quoi ça? Ce sont des austères, des austères, ouais. Ce sont nos herbiers qui sont au fond. Ouais. Et là, ce que tu vois, c'est ce qui est arraché par les foulques. Et puis le reste vient ici, et ça va se mélanger au cardium et faire un excellent béton pour maintenir tout ça. En fait, ici, on pourrait dire que l'équilibre, c'est une succession d'accidents naturels. C'est pas du tout la forêt. La belle forêt avec les oiseaux qui chantent, etc., le bel équilibre. Ici, tous les ans, on remet tout en cause. Et tout va changer. Tu m'as amené dans une forêt de bonsaï. Oui, une bête comme ça, c'est au moins 4 à 5 siècles. Donc c'est encore un jeune adulte. On a beaucoup plus vieux. Et on est donc dans le bois d'Ariège, cet endroit mythique, qui est une relique parce que partout ailleurs dans le monde méditerranéen, on a brûlé 50 fois avant d'arriver à 500 ans. Ouais. Donc c'est une relique. Et c'est d'autant plus surprenant dans ces vastes paysages plats de sel, de s'ensuir, d'un seul coup de voir de la forêt. Et bien simplement, nous sommes sur le sommet d'une dune. Cette dune, elle était au bord de l'eau il y a 3500 ans, au bord de la mer, qui était juste derrière. Et donc, le delta a avancé, et puis cette dune de bord de mer, elle est devenue dune fossile, avec son cortège de plantes, etc., alimentée par les pluies d'hiver, pas du tout en contact avec le sel. Et là, s'est développée cette espèce de maquis extrêmement dense, c'est le refuge des sangliers, beaucoup d'oiseaux aussi, parce qu'il y a des baies. Et le genévrier, il a un avantage extraordinaire, parce que lui, il ne pousse que quand c'est bon. On est méditerranéen, on dit qu'il y a le Mistral qui nettoie. On avait simplement oublié que par vent du sud, il pleut. Et que là, on ramasse énormément de produits aussi sympathiques que le benzopyrène. Donc ce témoin-là, celui qui le verra mourir, je pense qu'il pourra commencer à rédiger les dernières pages de sa vie.
Alors que les premiers humains pointent le bout de leur nez là-bas au phare de la Gâchole, il y a foule quand même ici. Hein. En particulier la nuit, oui, là c'est une autoroute. Là il y a 2 bretelles, une salle de bain aménagée. Voilà, dans une laquelle salle je de bain. passe. Voilà. On voit bien des piquets de sangliers partout, là, c'est dingue. Hein. Et pas une trace de pas. Ouais. Mais dis-moi, quand vous arrivez là quand même, vous devez vous sentir un petit peu gêné, non? Vous n'avez pas peur de déranger un peu, non? Je crois que c'est la définition, justement. C'est un endroit qui est en réserve intégrale depuis 75 ans. Alors, il y a suffisamment peu de place en France, comme ça, de réserver totalement à la nature pour que même le gestionnaire vienne sur la pointe des pieds. S'il n'y a pas une trace de pas, si c'est comme ça aujourd'hui, c'est qu'on a joué le jeu. C'est-à-dire, c'est pas à nous, c'est à personne, et puis c'est à eux. Quel paysage cette Camargue, cette immensité. Vous êtes naturaliste? Oui, je suis naturaliste, mais le mot est bien grand. Je suis surtout un amateur passionné de nature, mais pas uniquement d'oiseaux. Hein. Dans cette Camargue, donc, il y a une foule de milieux. Il y a une foule de milieux différents. On passe du milieu sursalé à l'eau douce, pratiquement, et ce qui crée d'ailleurs de nombreux conflits avec les utilisateurs. Mais c'est ce qui fait aussi qu'il y a ici beaucoup d'espèces d'oiseaux. Eh bien, c'est-à-dire que la biodiversité est due effectivement à toute cette variation de salinité de l'eau. Plus on remonte vers le nord, bien entendu, plus l'eau est douce. Pas un limicole, rien du tout dans la roubine, eh bien, même pas un ragondin. Non, rien. Il faut être au bon endroit, au bon moment, mais il faut surtout être très patient. Et je crois que sans la patience, on n'obtient rien. Quelques belles anecdotes de chasseurs d'images. J'ai entendu un bruit en descendant de voiture, un cri d'oiseau, et c'était une échasse blanche qui criait de façon tout à fait anormale, donc j'ai compris qu'elle voulait protéger certainement son petit. Et ensuite, elle a essayé de m'éloigner en jouant de l'aile brisée. Ça a été un moment pour moi assez extraordinaire, ça. L'hiver, j'ai fait des images qui surprennent beaucoup les gens, même d'ici. J'ai vu le Vacarès gelé sur 300 ou 400 mètres, j'ai pu le filmer. Et j'ai vu les flamands en difficulté aussi sur la glace, en train de patiner, de déraper. On sent que les bêtes sont complètement perdues. Hein. Et j'ai vu par exemple des foulques regroupées dans un très petit espace d'eau libre et voir un goéland le coffer, les attaquer et essayer de leur planter un coup de bec sur le crâne pour leur fendre le crâne. Pourquoi toutes ces images? Pour pouvoir les partager avec d'autres, parce que je trouve que la nature ne peut qu'apporter que des satisfactions. Si on la regarde bien, c'est un besoin essentiel pour moi. C'est pour ça que je crois que je fais vraiment des images. Michel, je te présente Bertrand. Bertrand qui est au début de l'histoire, côté Rhône, qui va donc utiliser de l'eau pour les cultures, pour les marais, etc. Et cette eau va nous parvenir d'une manière ou d'une autre, puisque la réserve reçoit 65% de cette eau par l'agriculture. Où est la source? C'est le Petit Rhône?
C'est le Petit Rhône. On prélève les eaux par des stations d'irrigation. Ensuite, elles sont amenées par des porteurs en ciment ou en terre. Et ensuite, tout le système d'irrigation est mis en place au mois d'avril. Et ça dure jusqu'au mois d'octobre. On a pratiquement 150 jours d'eau par an dans nos rizières. Au niveau de la relation que vous avez avec des naturalistes de Satrampe, là, comment ça fonctionne? Parce que je suppose quand même que quand les rizières sont en eau, c'est attractif pour les flamants roses. Ça l'est tellement que tous les soirs, nous avons quelques virées nocturnes de flamants roses qui piétinent allègrement nos riz. Et ça crée quelques problèmes, mais on a des moyens de les effaroucher pour les envoyer chez nos voisins. Et il est clair qu'il va falloir un jour prendre des dispositions pour protéger nos rizières de façon beaucoup plus sérieuse. Sur le plan de la qualité de l'eau qui est évacuée, est-ce que ça ne nuit pas aux Vacarès au bout d'un moment? Ça nuit de moins en moins au fur et à mesure que de plus en plus d'agriculteurs se tournent vers le raisonné, voire même vers le bio. C'est évident. C'est votre cas? Oui, je suis en train de changer mon fusil d'épaule et je pense que je vais me diriger vers l'agriculture biologique. Le système hydraulique est incontournable. Nous avons besoin de l'environnement et l'environnement a besoin de la riziculture. Je pense que s'il n'y avait plus la riziculture, la Camargue deviendrait un désert salé. Nous contribuons à l'équilibre de tout le système camarguais et c'est interdépendant. Vous faites bon ménage alors? On fait relativement bon ménage. Mais la Camargue, c'est des réajustements permanents. Ça fait quand même 50 ans qu'on cherche la bonne voie et je crois qu'on y va. Monique, votre manade se trouve carrément au contact de la réserve nationale. Est-ce que pour vous c'est une contrainte? Directement lié à la réserve, pas du tout, pas du tout. Par contre, par rapport à la réglementation européenne, l'élevage extensif, tout ça, il y a des contraintes, ça c'est sûr qu'il nous faut respecter. Est-ce que la réglementation européenne est toujours en phase avec les réalités de l'élevage ici en Camargue? Par exemple, là, on est dans une zone qui est au bord de l'étang du Vacarès. C'est la Sansouire, donc c'est une zone qui est sur des terres salées. Donc on peut y mettre que de l'élevage, comme les chevaux de race Camargue ou les taureaux de race Camargue. Il y a eu, là, il y a quelques années, la mise en place de directives pour la protection des zones humides. Et puis en fait, on s'est aperçu que ce n'était pas du tout adapté à notre façon d'élever nos animaux, parce qu'il fallait libérer le pâturage du mois de novembre au mois de mars. Et en fait, ici, c'est une zone qui nous intéressait parce que c'était le lieu où nos vaches pouvaient venir se cacher pour faire leur veau. Et on n'a pas pu mettre les vaches à ce moment-là. Donc on a renoncé à jouer le jeu de ces mesures parce que ça ne correspondait pas du tout à notre façon de faire. Notre famille, elle est là depuis plusieurs siècles, donc même antérieure à l'existence de la réserve. Donc en fait, c'est un peu des gens comme nos parents, nos grands-parents qui ont fait que la Camargue, elle est comme ça. Et c'était des gens qui étaient tout à fait conscients du milieu. Bon ben là, c'est un milieu salé. Bon ben on n'a pas essayé de le casser pour en faire autre chose. Comme ce sont des animaux qu'on laisse le plus sauvage et naturel possible, c'est un petit peu eux et leur façon de faire qui fait qu'on s'adapte à eux plus que le contraire. Une manade comme la vôtre, ça sert de lieu refuge à la faune en période de chasse. Oui, ben déjà de refuge, oui, parce que quand il y a des taureaux, c'est pas si évident de chasser. Mais bon, disons que chez nous, par exemple, la chasse, c'est vraiment quelque chose de totalement accessoire. On a un chasseur qui vient de temps en temps, plus pour prendre l'air qu'autre chose, mais on a une philosophie de vie assez modeste. On cherche pas, on veut vivre sur nos terres, on veut les transmettre, on veut que la terre elle vive avec nous et qu'elle soit bien comme nous on l'est. Donc c'est pour ça qu'on fait quand même attention à tout ce qui vit chez nous. Ah, c'est quand même un peu une histoire d'amour. Tout à fait, c'est une passion. C'est une passion. Et même pour l'élevage des taureaux, il faut vraiment être passionné pour être manadier, sinon on ne peut pas élever ce genre d'animaux.
être chasseur en Camargue? Être chasseur, c'est connaître la nature, savoir le déplacement des oiseaux en rapport à la lune, en rapport au vent. Voilà, c'est une passion, c'est mon plaisir. Les chasseurs, petit à petit, essayent de se regrouper pour essayer de gérer au mieux cette Camargue qui a besoin d'être gérée à l'heure actuelle. Sur le plan de l'irrigation de l'eau, sur pas mal de choses, pour essayer d'avoir, pour nous, en tant que chasseurs, la plus jolie chasse, pour le riziculteur, le riz le meilleur. L'éleveur, ce sera son élevage de taureaux, et la réserve joue un grand rôle quand même au milieu pour calmer un peu les ardeurs de certaines personnes qui seraient un peu plus assidues que nous. Il arrive parfois que les étangs se figent, se traînent en glace. Est-ce que les chasseurs là-dedans jouent un rôle aussi? Est-ce qu'ils se contentent de regarder la glace se former et les canards patiner? C'est-à-dire qu'une fois que la glace est vraiment formée, le chasseur, bien souvent, arrête la chasse avec la fédération, ferme la chasse justement, afin que le gibier puisse trouver un moment de répit. Quand la glace n'est pas trop importante, à ce moment-là, si c'est juste une glace de la nuit, on essaye de créer un peu des frais, c'est-à-dire casser un peu cette glace et puis d'essayer de faire décaler et de pouvoir chasser. Et si ça persiste, justement les chasseurs, c'est là qu'ils servent pour amener du grain aux oiseaux qui sont sur la glace à attendre, qui ne peuvent plus manger. Donc on les aide à continuer à vivre. Quel est le rôle des chasseurs ici en Camargue? Le rôle déjà, c'est d'essayer au mieux d'adapter les conditions de chasse, d'essayer de chasser le plus propre possible. La fédération avec nous, avec les chasseurs, participe beaucoup maintenant, puisqu'il faut un suivi énorme par rapport au gibier, au comptage de ces espèces. Et en fonction de ça, on essaye de faire des prises plus ou moins importantes et essayer d'en arriver à ne pas faire n'importe quoi. Ça fait partie d'une nouvelle image de la chasse, j'espère. Et l'homme dans tout ça? En tant que gestionnaire de réserve, moi j'ai connu ça, Arche de Noé, on avait toutes les espèces, c'était les Indiens de la réserve et les cow-boys autour, qui faisaient un peu n'importe quoi, c'est vrai. On a connu ça, puis petit à petit, on est passé des Indiens de la réserve avec plus d'humanisme, plus d'humanité, pour être quelque chose qui n'est pas loin de l'être humain aujourd'hui, c'est déjà pas mal, c'est-à-dire ouvert aux autres. Ouvert aux autres. Alors comment ça s'est passé? Comme pour tous les habitants de cette planète. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment, à force de mesurer des choses qui étaient de plus en plus dangereuses, qui touchaient aussi bien des enfants d'agriculteurs que des enfants de protecteurs de la nature, on a eu la trouille. Et les gens aussi autour. Et à ce moment-là, c'est certainement le meilleur liant pour commencer à faire quelque chose ensemble, c'est d'avoir la même peur. Alors le gros problème aujourd'hui, c'est de savoir si ces gros problèmes qui nous arrivent de tous les côtés, qui nous dépassent aussi, est-ce que c'est irrémédiable ou est-ce que ça va s'arrêter juste au moment pour recommencer ensemble quelque chose qui, je crois, cette fois-ci, sera mieux que ce qu'on a fait pendant 6000 ans. Comme vous l'avez compris, l'avenir de la Camargue ne dépend pas seulement d'un problème de robinetterie. Ici, on injecte de l'eau salée, plus loin de l'eau douce, ailleurs, on siphonne. Non. Son avenir dépend d'un équilibre dans lequel tous les utilisateurs du milieu doivent y trouver leur compte.